Bien, bonjour à tout le monde. On va peut-être avoir encore des participants qui vont arriver. Je suis Cécile Mesguer, la directrice de l'OTAD VAR. Est-ce que tout le monde entend bien? Sinon, donc, n'hésitez pas à signaler des petites problématiques si vous en avez dans le chat. Bon, ben, d'abord, je tiens à vous remercier vraiment à tous pour votre présence. Merci Sylvie. Lors de ce webinaire. Peut-être un premier webinaire et d'autres à venir sur la thématique de la jeunesse. Du côté de l'ODADVAR, ça fait déjà assez longtemps qu'on investit sur la caractérisation, on va dire, des différents profils de population varoise. On a eu beaucoup d'investissements sur les personnes âgées, notamment du fait du vieillissement de la population qui est très accentué dans notre département. Mais plus récemment, ces dernières années, on a investi pas mal de chantiers aux côtés de nos membres sur la thématique de la jeunesse, avec par exemple la mise en place d'un observatoire des jeunes au niveau de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, ou un travail récent sur la vie étudiante auprès de l'université de Toulon, qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc l'idée de ce séminaire ce webinaire sur les jeunes, c'est déjà à ce stade de mettre en partage notre vision de cette population très diverse, de ses besoins, des enjeux qu'elle interpelle, et qu'on puisse progresser avec vous au fil du temps sur cette thématique. Nous avons 1h30 devant nous. Nous avons prévu l'intervention de 4 personnes. Tout d'abord, donc, c'est Christophe Zepfel, qui est chargé d'études, démographe à l'ODADVAR, qui prendra la parole en premier pour nous présenter ce qu'est la jeunesse, ou comment on peut décrire statistiquement cette jeunesse dans le Var. Cette jeunesse qui affiche une grande diversité de publics, de situations de vie, de besoins. Ensuite, nous aurons une intervention d'Emilia Didim, que j'ai vue là, qui est bien connectée, qui est directrice du secrétariat général et de l'appui aux transformations au conseil départemental du Var, et qui nous dira comment le conseil départemental du Var s'intéresse à ces problématiques. Suite à ces 2 interventions, on prendra un petit temps de questions-réponses, mais on vous le redira pour vous donner le go. Ensuite, nous aurons le plaisir donc d'écouter Kelly Bonhomme, qui est docteure en sciences économiques à l'université de Toulon et ancienne présidente du Conseil de la vie étudiante et de la jeunesse. Par ailleurs, responsable des centres de ressources en langue à l'université de Toulon, donc qui a, je pense, pas mal de choses à nous raconter. Son avis nous intéressera beaucoup sur cette jeunesse. Et puis nous terminerons avec Vincent Moulin, qui est chargé d'études économie et développement territorial à l'ODADVAR, et qui a donc beaucoup travaillé l'année dernière auprès de l'université de Toulon pour la formalisation du schéma directeur de la vie étudiante, qui a été aussi l'occasion de la réalisation d'une enquête auprès des étudiants. Et donc c'est intéressant qu'on mette en partage avec vous ce qui ressort de cette enquête. Pour les modalités techniques, le webinaire va être enregistré, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, nous vous conseillons de masquer fermer votre caméra, et ou d'indiquer si votre accord ou désaccord dans le chat. Je crois que j'ai à peu près tout dit, donc je vais laisser la parole à Christophe, qui va démarrer maintenant. Merci. Bon webinaire. Merci Cécile. Je rappelle que vous pouvez aussi poser des questions sur le chat si vous le souhaitez. Et donc, lors des temps de questions-réponses, on lira également ce qui s'est dit sur le chat. Donc, ma partie va consister à donner essentiellement des éléments de cadrage sur les jeunes dans le Var. Et pour commencer, par donner des éléments sur leurs caractéristiques démographiques. Donc là, ce qui apparaît sur cette diapo, c'est ce qu'on appelle des pyramides des âges. Donc la pyramide des âges a pour principe de montrer la répartition d'une population par âge et par sexe.
Le Var apparaît ici en orange, les autres départements de la région en jaune et la France métropolitaine dans son ensemble en vert. Donc vous l'avez vu, hein, on a entouré une zone euh, précise qui est celle des 15-29 ans. C'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, celle donc des jeunes et des jeunes adultes. Ce qu'on voit quand on regarde la pyramide des âges, c'est que pour le Var, donc en trait orange, clairement, la pyramide des âges, à cet endroit-là, entre 15 et 29 ans, elle est resserrée, c'est-à-dire que les valeurs tirent vers le centre de la pyramide. Ça indique qu'on a une sous-représentation des jeunes dans le département. En l'occurrence, on a 14% de personnes âgées de 15 à 29 ans dans le Var. Ça correspond à peu près à 163 400 personnes, contre 17% dans les autres départements de la région et 18% dans l'ensemble de la France métropolitaine. Quand on décompose cette tranche d'âge, on a 5% de Varois âgés de 15 à 19 ans, 4% de 20 à 24 ans, 5% de 25 à 29 ans, et on a, parmi ces 15-29 ans, 48% de femmes. C'est une proportion qui est plutôt faible. Généralement, on est plutôt aux alentours de 50%, mais j'essaierai d'expliquer après pourquoi on a cette proportion relativement faible de femmes parmi les 15-29 ans. Pour ce qui est de l'évolution du nombre de personnes âgées de 15 à 29 ans dans le département, donc de 1975 à 2025, comme ça apparaît ici sur le graphique, on est passé en 50 ans de 132 000 et quelques personnes à 163 400, comme je le disais avant. 163 400, c'est l'effectif le plus important qu'on ait mesuré. Donc le nombre de jeunes n'a jamais été aussi élevé au sein de la population du Var, d'autant qu'il a connu une hausse plus forte que celui de l'ensemble de la population depuis 2021. On a eu une augmentation de plus 1% par an pour les 15-29 ans depuis 2021, contre plus 0,9% pour l'ensemble de la population. Ça, c'est une tendance qu'on n'observait pas forcément avant 2021, c'est assez récent. Donc le nombre de jeunes n'a jamais été aussi élevé au sein de la population du Var. Toutefois, la tendance sur le long terme, c'est celle d'une diminution de la part des 15-29 ans parmi les Varois. On le voit ici très bien hein, sur le graphique, le Var apparaît comme toujours en orange, et la proportion de 15-29 ans dans la population est passée de 21% à 14% entre 1975 et 2025, soit une diminution donc de 7 points. La proportion de 15-29 ans dans le Var est la plus faible parmi les départements français qui comptent au moins 800 000 habitants. Le Var, à l'heure actuelle, compte à peu près 1 million d'habitants. C'est-à-dire que dans tous les départements qui sont aussi peuplés que le Var, voire plus, on a des proportions de jeunes adultes, qui sont plus fortes, voire nettement plus fortes que celles qu'on mesure dans le Var. Cette faible proportion de 15-29 ans au sein de la population varoise s'explique en partie par la surreprésentation d'autres tranches d'âge, en particulier les seniors, hein. Vous savez qu'on est un département où la part des personnes âgées de 65 ans ou plus est forte, mais elle s'explique également en partie par les mouvements migratoires. Justement, les mouvements migratoires, c'est ce qu'on va voir ici. Donc sur ce graphique, on a les arrivées dans le département du Var par tranche d'âge qui apparaissent en rose, les départs qui apparaissent en gris, et le solde qui résulte de la différence entre nombre d'arrivées et nombre de départs qui apparaissent en orange. Alors on le voit, hein, quand on regarde le graphique dans sa globalité, on a des soldes migratoires qui sont positifs, c'est-à-dire qui sont supérieurs à zéro, dans à peu près chaque tranche d'âge. On a deux exceptions notables, ce sont les 15-19 ans et les 20-24 ans, précisément des tranches d'âge qui nous intéressent aujourd'hui, où on voit que là, pour le coup, les valeurs sont négatives, c'est-à-dire qu'on a plus de départs que d'arrivées. En l'occurrence, pour l'ensemble des 15-29 ans, on a 7 980 arrivées pour 8 850 départs, soit 870 personnes en moins dans la tranche d'âge. Là, on s'intéresse à l'année 2021, c'est la plus récente qui est actuellement disponible, mais on fait cet exercice-là dès qu'un nouveau millésime est mis à disposition par l'INSEE, et chaque année, on a à peu près la même configuration. C'est-à-dire que chaque année, on a un déficit migratoire dans cette tranche d'âge 15-24 ans.
On le voit, hein, on est à moins 69 pour les 15-19 ans. Clairement, le solde est particulièrement déficitaire dans cette tranche d'âge. Ça correspond notamment au départ de bachelier. Alors, on est sur des tranches d'âge quinquennales, hein, vous l'avez compris, des tranches d'âge de 5 ans. Malheureusement, les données existantes font qu'on ne peut pas aller de manière plus fine au niveau des âges, mais les départs entre 15 et 19 ans sont majoritairement des départs de jeunes bacheliers, donc de jeunes qui ont obtenu leur bac. Donc a priori, ça se passe plutôt aux alentours de 18-19 ans. Donc départ de jeunes bacheliers. 34% de l'ensemble des départs entre 15 et 29 ans se font vers les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, les deux départements limitrophes les plus peuplés. Et cette proportion monte même à 44% entre 15 et 19 ans. Donc une proportion importante de départs vers les départements limitrophes, et notamment pour entamer des études dans ces territoires-là. Pour ce qui est de la distribution des 15-29 ans sur le territoire varois, donc ici sur cette carte, on est au niveau de la commune, et plus la couleur tire vers le rouge sombre, plus la proportion est élevée, plus le cercle proportionnel jaune est large, plus l'effectif est élevé, donc dans chacune des communes du département. Ce qu'on voit, hein, quand on s'attache aux zones qui apparaissent dans des couleurs les plus sombres, c'est que ce sont essentiellement des communes où on a des installations militaires et ou universitaires. En l'occurrence, on a 51% de la population de Montferrat qui sont âgés de 15 à 29 ans. On a 27% à Saint-Mandrier. Là, ce sont des communes qui ont des installations militaires. Je précise que les jeunes militaires sont rattachés à ces communes-là. Euh, la question, c'est est-ce qu'ils participent réellement à la vie de la commune? Est-ce qu'ils sont intégrés à la vie de la commune? Ou est-ce que c'est juste finalement une question administrative? Voilà, ça pose question sur ces deux communes-là. En revanche, sur Lagarde et à Toulon, 19 et 17%, là, on est sur des communes qui ont des installations universitaires et où, pour le coup, les jeunes sont bien présents dans la vie de la commune. On a également des communes dans le Moyen et dans le Haut-Var où les proportions de personnes âgées de 15 à 29 ans sont inférieures à 10%, Régus et Cotignac en l'occurrence, mais on a aussi des communes qui sont dans la même situation sur le littoral. À l'ouest, on a Sanary et Bandol, et à l'est, on a Saint-Raphaël, donc des proportions inférieures à 10% de personnes âgées de 15 à 29 ans. Je vais m'intéresser maintenant aux caractéristiques socio-économiques de ces 15-29 ans. Là, sur ce premier graphique, on a la répartition des 15 à 29 ans selon le mode de cohabitation, c'est-à-dire comment ils vivent. On fait à chaque fois la distinction par classe d'âge, parce que vous imaginez bien que la situation varie fortement selon qu'on est aux alentours de 15 ans ou qu'on approche la trentaine. Et donc, à chaque fois, on compare le Var et la France métropolitaine. En orange, on a la part de jeunes qui vivent au domicile parental. On voit, hein, quelle que soit la tranche d'âge, la proportion mesurée dans le Var est toujours plus forte que celle qu'on mesure pour l'ensemble de la France métropolitaine. Par exemple, entre 20 et 24 ans, on a 50% de jeunes qui vivent chez leurs parents dans le Var, contre 47% pour l'ensemble de la France métropolitaine. Donc clairement, une proportion importante de jeunes qui vivent chez leurs parents dans le Var. Et en revanche, quand on regarde les données qui apparaissent en mauve et qui illustrent les personnes qui vivent seules, on voit que peu de jeunes vivent seuls dans le Var. Par exemple, entre 20 et 24 ans, là, la part de jeunes qui vivent seuls est de 16% dans le Var, alors qu'elle est de 22% pour l'ensemble de la France métropolitaine. Donc là, on est sur l'inverse, donc peu de jeunes qui vivent seuls dans le Var. Pour ce qui est des personnes qui vivent en couple, les proportions dans l'ensemble sont équivalentes pour la France métropolitaine dans son ensemble et le Var. Mais on voit, quand on regarde par exemple les 25-29 ans, quand on regarde la part de membres d'un couple avec enfant, donc qui apparaît en rose, la proportion est plus importante pour le Var, elle est de 23%, contre 20% pour l'ensemble de la France métropolitaine. Et pour la proportion de membres d'un couple sans enfant, ça a tendance à être l'inverse.
Donc effectivement, des proportions de personnes vivant en couple qui sont équivalentes entre le Var et la France métropolitaine, mais une distinction importante selon que le couple est avec ou sans enfant. Pour ce qui est des niveaux de diplôme, là, sur le graphique, le Var apparaît toujours en orange, les autres départements de PACA en jaune, la France métropolitaine en vert. Et on s'intéresse donc à la proportion de personnes âgées de 15 à 29 ans ayant achevé leurs études selon quel niveau de diplôme. Donc tout en haut, on a les personnes qui ont achevé leurs études avec un diplôme supérieur au baccalauréat. On voit clairement que la proportion pour le Var est plus faible que celle qu'on mesure pour les autres départements de la région et pour l'ensemble de la France métropolitaine, puisqu'on est 10 points en dessous de ce qu'on mesure pour l'ensemble de la France métropolitaine et 8 points en dessous de ce qu'on mesure pour le reste de la région. Donc clairement, une faible proportion de diplômés du supérieur. Là, le niveau de diplôme le plus représenté, c'est le baccalauréat. On a 33% des 15-29 ans qui ont achevé leur scolarité avec un niveau baccalauréat dans le Var. C'est plus que ce qu'on mesure dans les territoires de comparaison. Idem pour les CAP, les personnes titulaires d'un CAP et d'un BEP. On est assez nettement supérieur au territoire de comparaison. Et enfin, pareil pour les personnes sans diplôme, puisqu'on a 18% de personnes âgées de 15 à 29 ans qui ont achevé leur période scolaire sans diplôme. C'est plus élevé que ce qu'on mesure pour les autres départements de la région et pour l'ensemble de la France métropolitaine. Pardon. La répartition des 15-29 ans par type d'activité. Donc toujours, hein, là on a une distinction à nouveau par groupe d'âge. Et donc une comparaison entre le Var, les autres départements de la région et l'ensemble de la France métropolitaine. En orange, on a la proportion d'actifs occupés, de personnes en emploi. En vert, on a la proportion de ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Et en jaune, la proportion de personnes en études. Si on s'intéresse aux NEET, on voit que quel que soit le groupe d'âge, la proportion de NEET parmi les jeunes Varois est plus importante que celle qu'on mesure pour l'ensemble de la France métropolitaine, et elle se rapproche de celle qu'on mesure pour les autres départements de la région. Donc là, on a une spécificité régionale qui émerge avec une surreprésentation des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Si on s'intéresse aux actifs occupés, on voit que la proportion du Var est généralement plus élevée que celle pour les autres départements de la région. Voilà, et entre 20 et 24 ans, c'est même plus élevé que ce qu'on mesure pour l'ensemble de la France métropolitaine, donc des proportions assez importantes d'actifs occupés parmi les jeunes. Enfin, si on s'intéresse aux étudiants, là on voit que c'est l'inverse, hein. On a, quelle que soit la tranche d'âge, une proportion plus faible d'étudiants parmi les jeunes Varois, quand on se compare donc aux autres départements de la région et à l'ensemble de la France métropolitaine. Donc une part des étudiants qui est faible, quelle que soit la tranche d'âge. Je termine avec des indicateurs de conditions de vie. Et là, en l'occurrence, ce qui apparaît sur le graphique, ce sont des indicateurs de recours aux soins pour les 16-24 ans. D'un côté, la part des bénéficiaires de l'assurance maladie qui n'ont pas eu recours aux soins au cours des 12 derniers mois. On voit qu'on est à 11,2% pour le Var contre 12,7% pour les autres départements de la région et 11,8% pour l'ensemble de la France métropolitaine. Donc une proportion plus faible pour le Var, hein, ce qui est plutôt positif. Et de l'autre côté, donc, la part des bénéficiaires de l'assurance maladie qui n'ont pas de médecin traitant déclaré. On est à 29,4% pour les jeunes Varois. C'est 6 points inférieurs à ce qu'on mesure pour les autres départements de la région et 2 points inférieurs à la moyenne pour l'ensemble de la France métropolitaine. Donc là aussi, des valeurs plutôt favorables. Du point de vue des revenus, on est sur un taux de pauvreté des jeunes ménages qui est plutôt faible, un niveau de vie médian important. Toutefois, il est important de préciser que ce qui est pris en compte dans ces données sur le revenu, c'est l'âge du référent du ménage. Donc, on va avoir des taux de pauvreté plutôt faibles pour les ménages dont le référent est âgé de moins de 30 ans. On ne va pas avoir l'ensemble des personnes âgées de 15 à 29 ans dans ce taux de pauvreté. Ce sera juste les référents donc, de moins de 30 ans. Et enfin, on a une proportion plutôt faible de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, donc qui doit permettre de faciliter le paiement des prestations de soins et qui est accordée sous condition de ressources. Donc là aussi, hein, c'est à la fois un indicateur de santé et de situation socio-économique.
et la proportion plutôt faible pour le Var constitue un indicateur, pour le coup, plutôt favorable. Je termine avec une synthèse et quelques clés de lecture et des perspectives sur cette population jeune. Donc tout d'abord, on a dans le Var un contexte territorial qui contribue à expliquer certains constats. On a un climat favorable, d'un point de vue météorologique, hein, je parle, une attractivité pour les personnes âgées, un marché du logement tendu, ce qui peut compliquer la décohabitation des jeunes, hein, le fait de quitter le domicile parental. Ce qui peut aussi compliquer cette décohabitation, c'est une part relativement faible des petits logements dans le parc, petits logements qui a priori sont relativement adaptés pour la vie des jeunes adultes. On a également la présence de l'armée, qui va contribuer notamment à expliquer la forte proportion de jeunes hommes parmi les 15-29 ans. Ce qui va aussi expliquer cette forte proportion, c'est que, on l'a vu, hein, on a des parts quand même assez nettes de jeunes adultes pour aller faire leurs études ailleurs. Et on sait que parmi la population étudiante, on a une surreprésentation des jeunes femmes. Donc le départ plus fréquent de ces jeunes femmes a tendance à faire diminuer leur représentation sur le territoire dont elles partent, de façon assez logique. On a aussi la proximité d'Aix-Marseille. C'est quand même la seconde métropole la plus peuplée de France, hein, métropole relativement rayonnante. C'est une métropole qui est très proche de Toulon-Provence-Méditerranée. Et donc, voilà, il y a un effet de concurrence, notamment sur le public étudiant. On a également un phénomène de migration sélective qui peut expliquer un peu les résultats qu'on trouve. Les jeunes qui quittent le département ont dans l'ensemble un meilleur bagage, scolaire notamment, que ceux qui restent, et ils sont plus nombreux que ceux qui arrivent. Ça peut contribuer à expliquer les faibles proportions de décohabitants, de diplômés du supérieur, ainsi que la part importante de NEET. Toutes choses égales par ailleurs, on va avoir parmi les jeunes qui restent davantage de jeunes qui seront confrontés à certains obstacles, même si la proportion n'a rien de spectaculaire, hein, par rapport à d'autres métropoles. Et du coup, voilà, ça va un peu expliquer les différentes mesures qu'on peut faire sur les indicateurs socio-économiques. L'inconnu qui se pose à l'heure actuelle, c'est la question du sentiment d'attachement. On a un solde migratoire négatif sur les jeunes adultes, certes, mais il est surtout l'effet d'un faible nombre d'entrées. On a un territoire qui attire peu les jeunes adultes, et il est surtout donc l'effet d'un faible nombre d'entrées davantage que d'un nombre important de sorties. C'est important à souligner, et ça s'additionne à un indice de déclassement important. Ce qu'on entend par indice de déclassement, c'est la part de jeunes adultes qui sont diplômés du supérieur et qui travaillent en tant qu'ouvriers ou en tant qu'employés, donc qui a priori occupent un emploi pour lequel ils sont surqualifiés. Ça, on a une proportion assez forte sur la métropole, on a une proportion assez forte dans le Var, et donc ça indiquerait, alors c'est une façon peut-être très positive de l'interpréter, hein, mais ça indiquerait qu'on a quand même une proportion non négligeable de jeunes qui préfèrent rester sur le territoire, quitte à occuper un emploi pour lequel ils sont surqualifiés, plutôt que de partir, plutôt que de quitter le territoire. Donc voilà, la question du sentiment d'attachement, d'appartenance au territoire, pourrait venir un peu éclairer ces différentes mesures. Cette question du sentiment d'attachement, du sentiment d'appartenance, on va la creuser au cours de l'année 2026, notamment dans les travaux de l'Observatoire Jeunes de la Métropole. Ça fait partie des choses qu'on veut réellement approfondir dans l'année à venir. Enfin, en termes de perspective, on a un nombre de personnes âgées de 15 à 29 ans qui devrait augmenter, qui devrait continuer d'augmenter d'ici 2030 pour atteindre 167 700 personnes. Ce sont les chiffres de l'INSEE, les estimations de l'INSEE. Et ensuite, donc, ce chiffre devrait commencer à diminuer. C'est bien évidemment l'effet de la baisse de la fécondité à laquelle est confrontée la France depuis une dizaine d'années maintenant. La proportion de personnes âgées de 15 à 29 ans dans le Var devrait passer à moins de 12% aux alentours de 2050. Je vous remercie de votre attention et je vais passer maintenant la parole à Emilia Didim du département pour présenter notamment le COSE. Et peut-être juste pour rappel, parce que vous avez peut-être des questions, juste après la présentation d'Emilia, on prendra un petit temps sur les questions-réponses. Merci.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de faire vite, 5 minutes, c'est ça. Donc, je ne vais pas vous parler de l'ensemble de la prise en compte de la jeunesse par le département du Var, mais plus particulièrement du Conseil social, économique et environnemental du Var, qui a été créé suite à une décision de 2024 lancée en 2025, qui réunit des personnalités vraiment diverses issues de la société civile varoise, monde économique, monde associatif, culture, environnement, agriculture, université, défense, tourisme, etc. Et en fait, lors de sa première réunion, le COSE travaille sous le chapeau finalement Calvar 2025-2050. Et le premier thème sur lequel le COSE a choisi de se pencher, c'est le Var, terre de réussite pour les jeunes. Donc, il y a une quarantaine de personnalités qui sont réunies au sein du COSE, qui croisent leurs regards dans leurs différents domaines d'expertise pour à la fois éclairer les choix, les orientations, infléchir les politiques publiques du département, mais aussi concrètement dégager des idées qui vont permettre d'orienter la construction du Var de demain. Donc, c'est tout neuf, c'est tout récent et Cécile et Christophe m'ont proposé d'intervenir pour parler du coup de ces travaux qui n'ont pas encore abouti puisque vendredi, à quelques jours près, vendredi, nous avons notre seconde séance qui vient un peu, qui viendra restituer les travaux des sous-groupes de travail. Ce COSE est présidé par Madame Laetitia Kilissi, qui est deuxième vice-présidente du conseil départemental, qui a souhaité impulser une animation dynamique, un peu différente des CESE qu'on peut voir classiquement, moderne, innovante, autour des outils d'intelligence collective et surtout qui débouche sur du concret derrière et qui ne soit pas seulement la production d'un avis, mais qui débouche derrière sur des actions qui soient concrètes. Donc, on a eu les premiers travaux qui sont toujours en cours. Et donc, ce qu'on peut retenir finalement dans ce qui s'en dégage, c'est le fait que déjà, il y a de belles opportunités dans le Var, indépendamment des secteurs d'activité, il y a vraiment une perception qui est partagée et Cécile, tu peux me compléter si tu le souhaites puisque tu as assisté à cette séance. Peu importe le domaine, excusez-moi, du monde, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Donc, il y a des belles opportunités, en tout cas, qui s'offrent dans le Var, qui ne sont pas forcément connues ou toujours connues des jeunes. De facto, l'image du Var, elle n'est pas toujours, elle est perçue comme étant pas toujours la meilleure en termes de terre pour faire ses études ou de terre pour s'installer pour un premier poste après ses études. Ce qui n'est pas forcément du domaine du rationnel ou de l'objectif, mais qui est vraiment de l'ordre de la perception. Et donc, un champ important à investir, d'après les membres du COSE, sous l'angle de la communication. Et puis, il y a cette idée que la réussite, elle est protéiforme et que finalement, le Var, ça offre la possibilité, c'est un territoire qui offre la possibilité de réussir sous tous les angles, que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement, socialement, dans l'ouverture qu'il offre en termes de présence de la nature, en termes de liens intergénérationnels, en termes culturels, événementiels, etc. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à une instance de consultation classique, on va dire, donc on n'est qu'au tout début, hein, mais c'est le croisement des points de vue sur des secteurs d'expertise, d'activité des membres qui sont très divers, sur comment aujourd'hui un jeune peut réussir. Et finalement, un constat et des diagnostics qui se ressemblent et qui se rassemblent sur l'image renvoyée du Var, les freins à lever et ce que le Var a à offrir. Et puis des avis qui convergent finalement, une composition qui fait la richesse du COSE. Donc forcément, on découvre, on s'enrichit et l'avis qui en ressortira donc vendredi sera éclairé par cette diversité.
Voilà ce que je pouvais en dire. C'est pas beaucoup, mais comme les travaux sont encore en cours, voilà, c'était plus pour dire qu'il y a cette réflexion qui est lancée plus qu'autre chose. Je peux faire aussi le parallèle avec la démarche VAR emploi public. Hein. Cécile, tu me l'avais suggéré, puisque le département du Var et une vingtaine d'autres partenaires varois ont lancé la démarche VAR emploi public qui vise à promouvoir l'attractivité de l'emploi public dans le Var et notamment, mais pas que, mais notamment auprès des jeunes, notamment auprès du public universitaire pour présenter les métiers de la fonction publique, territoriale, hospitalière, étatique, pour faire valoir les métiers qui est la grande diversité des métiers possibles dans le secteur public. Et donc, on a jeudi le Salon de l'emploi public qui se passe à Toulon, espace Chaluçet, toute la journée. Voilà, ça me permet de faire le lien aussi. Et puis, pour terminer, Christophe, on avait évoqué ensemble le fait de peut-être dire 2 mots du Conseil départemental des jeunes, donc que j'ai suivi aussi à mon niveau ces dernières années. Donc, le CDJ a été lancé en 2023. Il réunit 46 conseillers départementaux jeunes pour un mandat de 2 ans. Donc, ils sont élus parmi les délégués de 5e pour 2 ans, donc en classe de 5e et classe de 4e. Donc, ce sont des binômes mixtes, filles-garçons, à l'instar des binômes des conseillers départementaux adultes. Donc, le premier mandat vient tout juste de s'achever. Et ces jeunes, finalement, ils sont très engagés, ils sont force de proposition, ils sont force de conviction. C'était assez étonnant hein, de voir à quel point ils avaient envie de s'exprimer et puis envie d'apprendre aussi, de découvrir leur territoire, de travailler sur des sujets d'intérêt départemental. Donc, ils ont notamment travaillé sur l'aménagement des cours d'école, des cours de collège, ils ont travaillé sur l'histoire du territoire en lien avec la question du débarquement de Provence. Ils ont travaillé sur l'inclusion dans le sport avec l'organisation d'Olympiades intercollèges et puis sur le lien intergénérationnel aussi avec des interviews sur les marchés de tous les âges pour mettre en perspective l'histoire du territoire. Donc, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait et ça montre que finalement, à tous les âges, les jeunes sont quand même assez engagés sur notre territoire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 2 premières présentations? Voilà, est-ce que ces Ok. chiffres vous étonnent ou pas? Est-ce que vous avez des interrogations? Non? Tout est clair? Bon, c'est parfait. N'hésitez pas aussi dans le chat, hein, on peut aussi répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, dans ce cas-là, on peut effectivement engager la deuxième séquence du webinaire. Tout à fait. Donc, pour cette deuxième séquence, on a souhaité convier Kelly Bonhomme, donc, qui est docteur en sciences économiques de l'Université de Toulon, entre autres. Elle va nous raconter un peu son parcours. Et l'idée, pour le coup, on lui a envoyé un certain nombre de questions et que je vais lui poser en direct. Et donc, elle a constitué notamment des slides qui vont permettre de répondre à ces différentes questions. Donc, sur le parcours, est-ce que vous pouvez nous présenter les principales étapes de votre parcours scolaire? Oui, merci pour cette question, Christophe. Avant de répondre, j'aimerais quand même remercier très chaleureusement la directrice de l'ODAT, donc Madame Mézières et toute son équipe, donc notamment Élodie ou encore Christophe, pour la préparation et la coordination de ces échanges. Je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui pour pouvoir vous présenter mon expérience et certains chiffres, ce qui a été dit précédemment, en effet, je m'y retrouve, ainsi que au niveau de mon expérience, mais aussi aux expériences de mes étudiants, mais je vais laisser le suspense jusqu'au bout, au fur et à mesure des questions.
Alors, pour répondre à cette première question concernant mon parcours, j'ai d'abord effectué un baccalauréat scientifique au lycée Costebel à Hyères-les-Palmiers, pour ceux qui connaissent. Puis j'ai poursuivi ensuite mes études sur le campus de la Garde, à l'université de Toulon. D'abord avec une licence de langue étrangère appliquée LEA, puis avec un master en sciences économiques anciennement intitulé Master Entreprise, Développement et Territoire sur le campus de Toulon, toujours à l'université de Toulon. On ne change pas une équipe qui gagne. Et cette étape m'a incité finalement à me spécialiser davantage en fait en sciences économiques, notamment dans le développement du territoire, l'économie de l'environnement et du littoral. Donc j'ai décidé de poursuivre et de clôturer ce parcours avec un doctorat en sciences économiques. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement votre sujet de thèse et les principaux résultats auxquels vous avez abouti? Oui, bien sûr. Alors, mon sujet de thèse était, du coup, je parle au passé maintenant, porté sur la valeur économique d'une plage, théorie, méthode et application. Donc, ce travail de recherche a été effectué sous la direction du professeur Chaffard au laboratoire LEAD de l'Université de Toulon, toujours. J'ai eu la chance aussi de pouvoir bénéficier, et je les remercie vivement, d'un financement de 3 ans par la région Sud-PACA et aussi la société d'ingénierie privée OTIS, représentée par Monsieur Vincent Salbert. Donc, cette thèse, en fait, avait pour objectif d'estimer une première valeur économique des plages pour mieux les intégrer dans une gestion durable et de favoriser justement les échanges entre économiques et décideurs publics. Donc, pour ce faire, nous nous sommes basés sur plusieurs terrains d'études, dont les plages varoises, forcément, et aussi selon les méthodes utilisées et pour un effet comparatif pour quelques plages de la côte aquitaine. Et finalement, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure de ce travail que la plage est surtout vue, en fait, à travers ses dépenses touristiques, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'hôtellerie, la restauration, les activités de loisirs, etc. Donc les activités dites marchandes, c'est-à-dire palpables. Et finalement, l'objectif et vraiment le défi de ce travail, c'était de démontrer que, OK, les plages ont des valeurs marchandes, mais aussi des valeurs non marchandes, que ce soit écologiques ou encore environnementales, sociétales. Et c'était tout le défi de montrer que non, la plage n'est pas juste un espace dans lequel on dépense pour entretenir et qu'il n'y a pas juste l'hôtellerie et la restauration, il y a aussi tout un pan de sa valeur qui est encore un peu méconnu parce qu'elle est impalpable finalement, elle n'est pas forcément visible, mais elle existe et elle est tout aussi essentielle pour la population et la vie locale. Et oui, les principaux résultats de thèse. Merci Christophe. Donc, tout d'abord, nous nous sommes appuyés bien sûr sur de la littérature, donc les grandes théories sur tout ce qui est l'estimation économique des espaces naturels. Et finalement, nous nous sommes donc basés sur 3 approches complémentaires que vous pouvez voir sur les diapositives. Donc, la méthode dite du coût du transport. Donc, cela passe par une enquête. Donc, nous avons interrogé les vacanciers qui fréquentaient donc les plages varoises et quelques plages de la côte aquitaine, dans le but, bien sûr, de connaître leur coût du transport, mais pas que. C'est un calcul qui se base sur le coût du transport, mais aussi différents types de facteurs, et qui permettent en fait de révéler le consentement à payer qu'ont ces individus lorsqu'ils fréquentent les plages. C'est un consentement à payer inconscient finalement qu'on attribue lorsqu'on visite ces plages. C'est pas forcément une valeur marchande comme tout à l'heure. La méthode des prix hédoniques, elle, se base sur les données immobilières, c'est-à-dire qu'on a cherché à estimer l'impact que les plages avaient par rapport au logement. Alors, c'est bien mignon, on s'en dit souvent, forcément, un logement qui est proche de la mer aura une valeur plus importante que des logements plus éloignés. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines caractéristiques des plages? Est-ce qu'il n'y a pas certains critères qui font que peut-être certains logements vont être un peu plus cotés finalement que d'autres, malgré que ces 2 logements soient par exemple situés pied dans l'eau, si je puis m'exprimer ainsi? Et la troisième méthode, qui est donc la méthode de l'évaluation contingente, qui elle aussi se repose, tout comme la première, sur des enquêtes. Donc là, nous avons interrogé des résidents, cette fois-ci, pour les plages varoises, sur des projets d'amélioration de plages, donc plus touristiques et ou environnementaux, pour voir vers quel profil se balance leur cœur, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous avons remarqué que ce soit pour les résidents ou les vacanciers, peu importe, la population, de manière générale, a vraiment une conscience écologique et ça commence vraiment à rentrer dans les esprits, le fait que voilà, les plages sont des espaces fragiles et qu'il est vraiment important de les préserver parce que ça contribue pas uniquement, bien sûr, à la réputation d'une ville et aux retombées économiques ou autres, mais aussi au bien-être
de la population de manière générale. Alors, je ne peux pas vous Voilà, dévoiler... merci beaucoup. On va revenir au sujet pour la présentation de la thèse. Merci beaucoup d'avoir mis en partage ces éléments-là. On va Euh, replonger dans le sujet des jeunes. ouais, sur le CVEJ, donc en 2022, vous intégrez le Conseil de la vie étudiante et de la jeunesse de la métropole, qui vient alors d'être créé. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit, le CVEJ, et comment se passent ses premiers moments d'existence? Alors, le CVEJ, donc, comme vous l'avez dit, a été créé en 2022. Ça a été le premier lancement. En fait, à la base, il est piloté donc, par le service jeunesse et proximité de la métropole TPM et le conseil de développement. Et en fait, il a pour objectif de permettre aux jeunes en fait, de participer à l'élaboration des politiques publiques et de pouvoir concrètement proposer des idées pour améliorer justement leur quotidien au sein du territoire. Donc, à la base, nous étions 36 membres issus des structures variées dans la mesure où c'était important que le CVJ soit représentatif le plus possible de la jeunesse sur le territoire. Donc, on avait des jeunes issus d'écoles, d'universités, de centres de formation, des jeunes en alternance, des jeunes travailleurs. Voilà. Et les premiers moments ont été assez impressionnants dans la mesure où c'était un peu comme si nous rentrions finalement dans les coulisses de la ville. Donc, ça nous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passait sur le territoire, de mieux comprendre aussi ce qu'on attendait de nous au sein du CVEJ. Et le travail a été assez intense, car on a été mis dans le bain dès le début, que ce soit dans le cadre de saisine, autosaisine ou autre. Donc, en général, on se réunissait pour une assemblée plénière une fois par mois. On avait aussi des réunions très régulières toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, hein, en fonction des projets à traiter. Et ça a été vraiment une expérience forte en responsabilité, parce que, bien sûr, il faut savoir écouter, s'écouter, communiquer efficacement, motiver les troupes, si je puis dire, pouvoir suivre les dossiers, coordonner aussi donc les actions entre les membres de la métropole et aussi le CVEJ, sans compter toute la partie administrative que relèvent les postes de président. Donc une très belle expérience avec un apprentissage précieux, que ce soit humain ou professionnel. D'accord. Donc vous avez été vice-présidente puis présidente du CVEJ. Dans ce cadre, c'est quoi les principaux projets auxquels vous avez participé? Alors, à travers ce mandat et avec l'appui bien sûr des autres membres qui m'ont accompagné pendant ce parcours, nous avons travaillé sur pas mal de projets et contributions pour le CVEJ au sein de la métropole. Donc, il y a dans le cadre des saisines, c'est lorsque la métropole ou le COPIL Jeune, par exemple, se saisit du conseil justement sur des sujets précis sur lesquels ils aimeraient avoir notre opinion. Donc, comme ça a été le cas pour le plan jeune, qui se développe en 4 volets, donc tout ce qui est qualité de vie, citoyenneté, insertion sociale et professionnelle, mais aussi la citoyenneté. Donc, pour ce plan jeune, par exemple, nous avons dû prioriser en fait les actions déjà en cours et les actions à venir, tout en argumentant le fait pourquoi c'était vraiment essentiel pour les jeunes, pourquoi le faire maintenant, pourquoi le faire plus tard, etc. Nous avons aussi réalisé une vingtaine d'auditions et des rencontres d'acteurs du territoire, justement pour mieux appréhender déjà ce que le territoire faisait et pouvoir mieux réaliser ce qui pourrait être encore à faire et pouvoir proposer des propositions concrètes. Dans le cadre d'autosaisine, donc nous, le CVEJ, nous nous sommes autosaisis sur des projets qui nous tenaient à cœur, notamment au niveau de la jeunesse, comme c'est le cas de la mobilité et transport, la communication de la métropole envers la jeunesse, ou encore la précarité alimentaire. On parlera un petit peu plus tard. Donc tout cela a fait l'objet de contributions écrites pour la métropole, sans compter les livres blancs, comptes rendus et rapports d'activité. Et si je devais retenir un des projets phares, si je puis dire, de ce premier mandat, ça a été donc celui que nous avons réalisé en fait avec le Conseil des jeunes de Mannheim, en Allemagne, qui est une ville jumelée à Toulon. Et donc, il faut savoir qu'en Allemagne, la citoyenneté en fait est incitée très tôt chez les jeunes. Et dans ce conseil, en fait, il y avait des jeunes parfois de moins de 16 ans. Donc, il fallait trouver un terrain d'entente et trouver un projet qui puisse être accessible à tous. Et ça a été l'environnement. Et de fil en aiguille, on est amené à se dire que on aimerait bien lutter contre la lutte contre les mégots au niveau des villes, parce que c'était 2 problématiques qu'on retrouvait à Toulon et à Mannheim. Donc, on a lancé ce projet de cendrier participatif. Donc, voilà, pour un côté écologique, mais aussi avec des petits affichages, pouvoir permettre de faire connaître au grand public que Toulon déjà est jumelé avec Mannheim, et aussi avec des petites anecdotes amusantes sur nos villes respectives.
À partir de cette expérience, donc au CVEJ, si on doit prendre un peu de recul et faire ressortir trois enjeux majeurs pour la jeunesse de la métropole, lesquels ce seraient? Alors, ben, tout simplement, le premier, je les ai déclinés en quelques exemples. Bien sûr, le premier et le plus important pour nous, c'était l'accès aux droits et aux services essentiels, comme le logement, l'emploi ou encore la santé et les transports. Ben, c'est ce qui fait en fait notre bien-être. Ce sont des besoins dits primaires, vitaux, dans le sens où, ben, voilà, pour qu'un jeune puisse s'épanouir, pour pouvoir poursuivre ses études, par exemple, on a besoin d'un toit sur la tête, donc d'un logement. Qui dit logement dit forcément ben, salaire ou revenu, donc un emploi, donc tout est lié. Donc c'est vraiment des problématiques, vous l'avez souligné précédemment, avec des manques de logement, ce genre de choses. Donc c'est vraiment voilà ce premier grand enjeu majeur, l'accès aux droits et services essentiels. Dans un deuxième temps, on s'est dit la participation à la citoyenneté, parce qu'en effet, ben, grâce au CVJ, on s'est rendu compte que visiblement, ben, c'est vraiment très important pour les jeunes de se sentir écoutés et de pouvoir aider au mieux ben, la métropole et les politiques publiques à ajuster de manière plus concrète leur politique par rapport à la jeunesse, se sentir écouté, se sentir utile pour son territoire. Et un troisième enjeu, tout ce qui est environnement et cadre de vie. Donc pas qu'environnement, ville durable ou autre, mais aussi tout ce qui est aménagement du territoire, des lieux dédiés à la jeunesse, par exemple, pour qu'on puisse se retrouver, échanger. Voilà, pour nous, c'est vraiment ça les trois enjeux principaux pour la jeunesse de la métropole avec le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez. Donc, vous l'avez dit, vous avez effectué tout votre cursus à Toulon. Euh, Toulon, qui est une ville universitaire moyenne, hein, on va dire comme ça, de taille moyenne. Qu'est-ce que vous voyez justement comme avantage à faire ces études dans une ville comme Toulon? Alors, il y a plein d'avantages, mais j'essaie d'être assez limité. Bien sûr, donc oui, une ville à taille moyenne, je dirais même une taille humaine, dans le sens où, en mon sens, elle a un parfait équilibre parce qu'elle est suffisamment grande pour proposer des services variés pour les jeunes, mais aussi elle reste accessible et agréable à vivre. C'est aussi un coût de la vie plus abordable que dans certaines autres villes, comme Aix-en-Provence ou autres. Donc c'est vrai que ça permet aux jeunes qui possèdent toutes bourses confondues de pouvoir un peu plus s'en sortir et pouvoir mieux gérer le budget. Bien sûr, le petit côté chauvin qui ressort, le cadre de vie. On a quand même un écrin précieux avec une ville qui se situe entre terre et mer. Donc c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir étudier sur ce territoire. Ben, et de temps en temps, quand on a besoin de s'évader, de s'échapper, ben, voilà, tout est à portée de main. Donc c'est vraiment merveilleux. Enfin, on a beaucoup de chance en tout cas d'avoir une grande diversité naturelle à ce sujet. La qualité de vie, forcément, c'est beaucoup moins stressant qu'à Paris. Le placement plus fluide. Je vous apprends rien. Campus à taille humaine, bien sûr, ce que ça permet de favoriser la proximité et les échanges avec l'équipe pédagogique et aussi entre camarades. Comme disait un de mes anciens collègues, nous ne sommes pas un confetti dans un amphithéâtre. Donc là, c'est totalement le cas dans le sens où on arrive à voilà, avoir une vie sociale un peu plus proche et plus soudée entre étudiants. Un sentiment d'appartenance au territoire, hein, vous l'aviez dit tout à l'heure, voilà, avec une communauté donc très soudée et très engagée aussi et une vie sportive dynamique, donc notamment portée par le RCT et de nombreux complexes sportifs et installations, donc ce qui permet aux jeunes aussi un peu de pouvoir s'évader et se vider la tête, voilà, à moindre coût pour le coup. Donc ça, merci pour la ville qui a fait des gros efforts, notamment du côté de Toulon en réaménagement le Morillon justement pour ça. Et si on devait donner quelques inconvénients, c'est Oui. la prochaine question. Je peux... comme ça a été dit précédemment, oui, forcément, voilà, Toulon a de nombreux avantages, mais force est de reconnaître qu'il y a certaines offres professionnelles qui sont limitées, notamment pour tout ce qui concerne des stages ou des alternances dans des secteurs un peu plus spécifiques. Du coup, forcément, le marché de l'emploi est plus restreint aussi, ce qui peut amener les jeunes, malgré eux, à quitter le territoire pour chercher des offres ailleurs. En général, le plus proche est peut-être Marseille, Nice et encore. Sinon, c'est Paris, voilà. Donc, bon, quand on quitte le sud, c'est pas toujours évident. Les transports en commun un peu moins développés aussi. Donc, même si, bien sûr, c'est en évolution et qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a encore des communes où des jeunes n'ont pas de zone très desservie au niveau des transports. Et voilà, difficulté aussi pour trouver les logements étudiants, parce que manque de logements de manière générale. Parfois, l'été, les jeunes sont obligés de quitter leur appartement pour les locations saisonnières. Enfin voilà, il y a plusieurs problématiques à ce sujet. Et une vie nocturne aussi un peu moins dynamique. À une certaine heure, on a l'impression que c'est totalement désertique. Voilà, c'est pas comme dans certaines villes où ça bouge un peu plus. Donc peut-être aussi le fait que ce soit une population un peu plus vieillissante dans le Var pourrait s'expliquer ainsi, je pense. Ok, merci. On a parlé avant de vos fonctions actuelles à l'Université de Toulon, donc dans les bibliothèques de langue.
Quand vous discutez avec les étudiants que vous voyez au quotidien, ou même vos collègues, hein, et que vous vous exprimez sur vos vécus respectifs, en tant qu'habitant du territoire, qu'est-ce qui ressort, en quoi vous retrouvez dans ce qui vous est dit quand vous échangez avec les autres jeunes? Alors, quand j'ai échangé justement avec les étudiants, donc en fait, finalement, ça résume un peu tout ce qui a été dit précédemment et par rapport à mon vécu. Donc, j'ai fait un petit nuage de mots. Donc, les loyers abordables, c'est vrai que la vie est plus abordable, on va dire, ici, dans le Var, à Toulon, que dans d'autres villes comme Nice, Aix-en-Provence ou autre, ou Paris. Le fait aussi que ce soit une université et une ville à taille humaine, c'est vrai que bah, voilà, on est vraiment une communauté, en fait. Voilà, on n'est pas noyé dans la masse, donc c'est vrai que c'est un sentiment aussi de proximité que les étudiants m'ont fait ressortir. Le climat, bien entendu, avec bah, tout le contexte naturel, une ville plus calme. Et voilà, c'est une ville agréable à vivre vraiment, et surtout un cadre d'études paisible, voilà, pour eux, pour pouvoir poursuivre leurs études, voir les stages ou les emplois. Donc c'est les gros points forts, je dirais, c'est climat, vie paisible et loyer abordable. Et idem pour les inconvénients. Donc, ce qui ressort souvent, bah, c'est les résidences et notamment les logements insuffisants, que c'est assez compliqué pour eux parfois de trouver des logements, surtout s'ils ont droit au Crous. Il me semble qu'au bout d'1 ou 2 ans, ils doivent quitter le logement pour faire une sorte de turnover. Le fait que les réseaux de bus sont encore limités le soir jusqu'à une certaine heure, d'où peut-être le fait aussi, ça explique une vie nocturne limitée. À part les bars et les clubs, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, on va dire, le soir, que ce soit en semaine, en week-end, pour que les jeunes puissent s'amuser. Pas de métro, tram, j'en parlerai pas trop ici, parce que je sais que c'est un peu un sujet tendu, c'est un sujet tendu, mais peut-être, voilà, là, la ville fait un gros effort dans le sens où ils sont en train de développer les réseaux Mistral avec, en augmentant la capacité des bus U et le nombre de bus U, donc ça, c'est super. Et voilà, donc on sait qu'il y a des efforts qui sont faits progressivement, donc voilà, et bah, déplacement contraignant, forcément, selon où on habite, Roquebaron ou Lioul, c'est un peu plus compliqué d'accès, mais voilà, déjà la ligne U, ils estiment que franchement c'est super, enfin, ça permet vraiment de faire la jonction. Et voilà, et manque d'opportunités professionnelles aussi, qui est revenu un petit peu. D'accord. Voilà la petite synthèse des étudiants. Finalement, tout ce qui a été dit déjà précédemment. On s'y retrouve. Ok. Merci beaucoup pour Merci. votre intervention. Est-ce qu'on a des questions par rapport à l'intervention de Kelly Bonhomme? Cécile, je vois que tu es en train de parler, Oui, mais ton pardon, micro est... j'avais une petite. Merci beaucoup pour cette intervention. Chaque année depuis 2016, il y a le CREDOC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce baromètre qui est paru sur les jeunes, qui paraît sur les jeunes chaque année. Euh, donc, dans le dernier baromètre paru en 2024, il est fait état que 7 jeunes sur 10 en France. Moi, ça m'avait beaucoup surpris et plutôt agréablement surpris. 7 jeunes sur 10 estiment que de manière générale, leur vie correspond à leurs attentes. Donc on a plutôt, en fait, alors c'est sur la tranche 15-30, hein, un niveau d'expression de satisfaction qui est assez généralisé, et quel que soit le territoire, en fait. Parce que quand on regarde, en fait, la précision sur ce niveau de satisfaction, selon que le territoire est rural, qu'il s'agit d'une petite ville ou d'une grande agglomération, on reste comme ça sur un pourcentage qui est à peu près identique. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti au contact des jeunes, au travers de votre expérience CVEJ, c'est-à-dire qu'on est, si vous lisez de manière détaillée ce rapport, plutôt sur un état d'esprit et de confiance finalement dans l'avenir, en moyenne. Alors après, mais c'est quand même un état majoritairement positif qui se dégage. Est-ce que vous l'avez ressenti au niveau du CVEJ, cette confiance et dans l'avenir? On a souvent tendance à penser l'inverse. C'est vrai. Oui, il y a quand même une confiance dans l'avenir, et merci pour cette question, dans le sens où les jeunes restent quand même très optimistes, ils s'accrochent, si je puis m'exprimer ainsi.
Donc c'est vrai que ils sont bien sur le territoire, voilà, comme l'avait dit Christophe tout à l'heure, il me semble, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'appartenance et même si on n'attire pas forcément d'un premier abord les jeunes, ceux qui y sont, ils veulent y rester justement le plus possible. Donc après, c'est pour ça qu'on déplore qu'il n'y ait pas forcément des offres d'emploi plus vastes dans ce secteur. Mais oui, oui, bien sûr, les jeunes sont confiants et ils sont confiants en l'avenir et ils se battent. Ils se battent. Vraiment, on le voit, ils sont engagés. Dès qu'on peut leur donner de la confiance, la parole et des moyens de pouvoir contribuer, que ce soit au quotidien, pas leur quotidien, même de manière générale, le quotidien de la population, ils la saisissent et ils foncent. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Je vois que Madame Didi m'a levé la main. Oui, merci beaucoup, Madame, pour ce retour finalement de perception sur l'avenir qui est très éclairant. Euh, dans le cadre de cette audition des jeunes, en tout cas de leur retour, de leur perception, est-ce qu'ils avaient, enfin, en quelle proportion est-ce qu'ils avaient l'intention de rester dans le Var après est-ce qu'ils avaient envie est-ce qu'ils savaient ce qu'ils avaient envie d'y faire? Oui, merci pour cette question. Bien sûr, alors les étudiants que j'ai interrogés donc, viennent de tout horizon différent. C'est vrai qu'ils se sentent bien sur le territoire. Y rester, je ne pense pas, parce qu'ils le souhaitent, mais rien que pour des stages, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui vont entrer en master, qui sont en master 2, qui vont entrer dans le deuxième semestre. Il y en a beaucoup qui vont partir, que ce soit à Paris ou autre, ou même à l'étranger, parce que stage oblige ou emploi oblige, c'est vrai qu'ils sont obligés de quitter le territoire. Ils ont l'espoir de pouvoir revenir un jour, mais c'est vrai qu'après leurs études, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils me disent souvent, peu importe, tout domaine confondu, c'est assez bouché au niveau des offres d'emploi, donc ils sont obligés, si je puis dire ainsi, de s'expatrier en dehors. Mais s'ils avaient pu rester, oui, je vous le confirme, ils seraient restés. C'est ça là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, je vais passer la parole à Vincent. Donc Vincent Moulin de l'agence d'urbanisme qui va nous parler de l'enquête du SDVE. Bonjour à toutes et tous. Du coup, l'agence d'urbanisme a eu l'occasion d'accompagner l'Université de Toulon en 2024 dans la réalisation de son schéma directeur de la vie étudiante. Alors, je ne vais pas vous présenter le contenu de ce schéma, mais plutôt un extrait finalement des grands enseignements tirés de l'enquête qui a été réalisée dans le cadre de ce travail-là. Quand même, en guise d'introduction, je vais quand même recontextualiser ce que c'est le schéma de directeur de la vie étudiante. C'est tout simplement un outil politique qui détermine la vision, les orientations et l'ensemble des actions que va mener l'université en matière de vie étudiante. Donc, par conséquent, c'est un document cadre qui va porter un regard transversale sur l'ensemble des thématiques de la vie étudiante. C'est un spectre très large, donc avec des thématiques qui sont intra-universitaires et extra-universitaires. Pourquoi on a fait une enquête qui a été d'ailleurs très riche et très dense? C'est tout simplement parce qu'on a voulu que ce document cadre il soit circonstancié à la fois au contexte de l'université et qui réponde au plus près aux besoins exprimés par les étudiants. Ceci étant dit, quelques mots quand même pour recontextualiser ce que c'est la vie étudiante et ce qu'on entend par là. C'est évidemment le temps des études, mais c'est aussi tout ce qui va s'articuler autour, que ce soit les activités culturelles, sportives, associatives, etc. C'est finalement aussi un temps de construction personnelle, c'est un temps de sociabilisation, c'est finalement une diversité d'expériences qui vont façonner à la fois l'étudiant et son être futur. Donc, on peut dire que l'intensité et la richesse de ces expériences contribuent fortement à la qualité finalement de sa vie quotidienne, de sa réussite académique, mais dans sa capacité future aussi à s'insérer professionnellement
notamment parce qu'il va acquérir un ensemble de compétences extra-académiques qui lui serviront tout au long de sa vie. Un petit mot, donc on a réalisé une enquête qui était extrêmement dense. Il y avait 10 thématiques, c'était environ une trentaine de minutes pour répondre à l'enquête. On a eu la chance que le corps enseignant de l'université s'est largement mobilisé en sanctuarisant un petit temps en début de cours pour permettre aux étudiants de répondre. Ce qui fait qu'on a quand même eu une participation très significative. Pour mémoire, il y a 9500 étudiants in situ, donc sur les 3 sites de Toulon. Et donc, on a eu entre 1800 et 1400 finalement réponses exploitables par thématique, ce qui peut être considéré comme un succès euh, au regard du nombre d'étudiants. Rapidement, sur les profils. On a 93% d'étudiants français et 7% d'étudiants étrangers qui ont répondu. 50%, 59% de femmes, donc ça c'est presque habituel finalement dans l'ensemble des enquêtes. Fait intéressant aussi, c'est que la proportion entre élèves des 3 campus et leurs effectifs in situ est relativement proportionnelle, bien qu'il y ait une petite surreprésentation du campus de Draguignan. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Je vais vous présenter que 4 thématiques, quatre extraits du coup de la situation financière, du bien-être des étudiants, leur logement et, euh, et des mobilités. L'ensemble des autres thématiques sont évidemment accessibles sur l'enquête qui a été publiée par l'université. Pour commencer avec la situation financière, fait marquant, c'est que finalement, pour financer leur année, on a plus de la moitié des étudiants qui sont obligés de jongler entre 2 à 3 sources de revenus, quand 44% se débrouillent finalement avec un seul revenu. 4 grandes typologies de revenus se démarquent très clairement, hein. Le premier, c'est très manifestement le soutien familial, hein. Pour 6 étudiants sur 10, les parents sont l'un des revenus finalement les plus fondamentaux. Ça, c'est un premier bloc. On a les bourses d'études qui jouent un rôle clé. On a 40% des étudiants là, répondant à l'enquête qui en bénéficient et on a quand même 10% d'entre eux qui vivent exclusivement des bourses. La question des jobs saisonniers, finalement, complète un petit peu ce trio de tête. Donc là, les jobs saisonniers, on entend hein, les emplois qui sont notamment durant l'été. Donc là, qui sont utilisés par 36% des étudiants. Je vais faire un petit focus du coup sur les activités rémunérées durant l'année universitaire. Donc là, on a près d'un étudiant sur 4 du coup qui a une activité rémunérée pendant son temps universitaire. À noter que pour 5% d'entre eux, finalement, c'est essentiel pour eux parce qu'ils dépendent que de cette seule source de revenus pour vivre. Donc finalement, les motivations sont essentiellement économiques hein, pour ceux qui travaillent durant l'année. En effet, pour 40%, c'est même indispensable pour leur permettre de vivre durant l'année. Ce que l'on constate, c'est que ces jobs étudiants, ils vont avoir, enfin, le temps de travail, il va être essentiellement sur les week-ends, voire les vacances scolaires, mais qu'il y a une tendance quand même euh, pour de nombreux étudiants à travailler de plus en plus durant la semaine, que ce soit dans la journée ou en soirée. Euh, Au-delà de la dimension financière, ces jobs étudiants, ils jouent un rôle formateur, hein. C'est souvent une première expérience professionnelle pour eux. Néanmoins, on peut déplorer qu'elle est très souvent dissociée du lien avec leurs études. Et elle comporte, enfin, cette activité comporte son lot aussi d'effets négatifs, comme la perte de temps libre, évidemment, charge de stress, etc. Ceci étant dit, une autre information clé, c'est que finalement, on a
que 48% des étudiants qui jugent leur situation financière, entre guillemets, bonne. Et donc, on a une part significative d'étudiants en difficulté financière, voire certains en situation de précarité, hein. On a 13 étudiants qui se considèrent dans une très mauvaise situation. Depuis la rentrée scolaire, on a la moitié qui ont rencontré des difficultés, hein, certains ont dû sauter des repas, d'autres faire l'impasse sur des temps sociaux, d'accès à la culture, etc. Donc ça, c'est quand même, c'est un fait marquant. Quand on les questionne aussi sur finalement le montant qu'il leur reste à vivre après avoir payé l'ensemble de leurs charges fixes, on s'aperçoit que 35% disposent de moins de 100 euros par mois. Ensuite, on s'est intéressé à savoir finalement à partir de quel seuil budgétaire on pouvait atteindre une forme de satisfaction majoritaire finalement au sein des étudiants. Donc c'est le graphique que vous avez en bas à gauche, où on s'aperçoit qu'à partir de 200 euros par mois de reste à vivre, on a déjà plus de 50% des étudiants qui s'estiment d'être dans une situation qui est plus confortable. Sur la question du logement, finalement, où vivent les étudiants? 96% sont varois, 70 résident dans la métropole de Toulon. Un fait marquant aussi, c'est qu'on a quand même la moitié des étudiants qui ont répondu à l'enquête qui sont encore au domicile parental. Quand 45% du coup sont logés dans le parc privé ou les résidences étudiantes. Pour ceux qui sont du coup logés hein, dans le parc privé, évidemment, le Bon Coin est la solution privilégiée pour accéder à l'offre, ce qui sous-entend une forme de facilité d'accès à l'offre. Néanmoins, quand on les interroge, on constate que le parcours pour obtenir un logement dans le parc privé est semé d'embûches, notamment sur des questions de disponibilité, localisation, qui se combinent très souvent aux facteurs financiers. Du coup, on s'est intéressé ensuite sur finalement les temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu d'études. Ce qu'on constate, c'est qu'on a 47% des étudiants qui sont dans une situation de proximité entre leur logement et leur lieu d'études. Néanmoins, on a une vraie disparité suivant la typologie de logement. Alors, je sais pas, on verra pas si je fais ça. Ok. Du coup, sur le graphique qui est à droite, dans l'encadré vert, donc ce sont les résidences. Donc là, on s'aperçoit que les résidences, excusez-moi, les résidences étudiantes sont évidemment bien plus proches du lieu d'études, où donc on a finalement une situation confortable avec près de 75 à 80% des étudiants qui se situent en situation de proximité de leur lieu d'études, avec des pointes d'hyper-proximité, par exemple pour les résidences Crous, où on a 65% des étudiants qui sont à moins de 10 minutes. Ensuite, on a dans une situation intermédiaire tout ce qui va être le logement dans le parc privé, location, colocation, voire chambre chez l'habitant, qui offre finalement une accessibilité relativement proche du lieu d'études, où on a près de 70% des étudiants qui sont à moins de 20 minutes. Néanmoins, on s'aperçoit que dès qu'on est dans une situation de relative contrainte, c'est-à-dire des étudiants toujours à leur domicile parental ou hébergés chez des proches ou de la famille, là on a des temps de parcours qui augmentent significativement. Donc là, le seuil des très longs trajets, donc plus de 60 minutes, ou long entre 31 et 60 minutes, augmente à quasiment 50%. Et comme je vous l'ai dit, hein, on a près de 50% des étudiants qui sont résidents chez leurs parents. Et donc, dans ce volume-là, on a 50% qui font des très longs trajets pour se rendre sur leur lieu d'études. D'autres éléments maintenant sur le bien-être. Cette enquête,
Elle nous montre que finalement, on a des étudiants qui sont en bonne santé physique, hein, pour la plupart. On est à 75% qui s'estiment sur une bonne santé physique. Par contre, la question du mental, euh, elle est plus, elle est plus, comment dire, elle est moins stable finalement. Là, on sent qu'on a des étudiants en ballottement, c'est-à-dire qu'on a 55% seulement qui s'estiment être en bonne santé mentale, 14% qui s'estiment carrément en mauvaise santé mentale, puis donc on a ce volume non négligeable voilà, d'une trentaine de pourcents d'étudiants qui sont finalement dans une situation de fragilité où ils peuvent finalement basculer au gré de la conjoncture. Lorsqu'on les interroge finalement sur leur ressenti depuis le début de l'année, ce qui est frappant, c'est de voir que l'expression des ressentis est majoritairement négative. 57% se déclarent fatigués, 44% se disent stressés ou anxieux, quand une minorité finalement déclare des sentiments positifs. Seulement 23% se déclarent heureux, encore moins paisibles, épanouis. Donc, il y a évidemment des populations qui apparaissent encore plus vulnérables que les autres. Donc, par exemple, les étudiants étrangers, ils se sentent beaucoup plus isolés, donc c'est de l'ordre de 39%. Fait intriguant aussi, les étudiants qui étaient déjà présents à l'université de l'année d'avant se déclarent plus fatigués que les autres. Donc, il y a une forme d'usure, hein, des temps, enfin, du rythme du cursus universitaire. Là, on va faire un petit focus sur finalement les facteurs de fatigue, les facteurs de stress exprimés par les étudiants. Finalement, le stress, l'anxiété, la déprime, bon, on voit qu'on est sur des dynamiques multifactorielles, mais ce qui est flagrant, c'est que finalement, c'est le motif des études qui s'impose comme le plus gros facteur de stress. Voilà, la pression académique est citée de nombreuses fois. Ensuite vient la charge mentale. Il est vrai que finalement, ce temps des études, bah, c'est aussi un nouveau temps dans la vie d'un jeune adulte, où finalement, il faut composer entre temps universitaire, job, transition d'une nouvelle vie pour ceux qui sont indépendants et qui quittent le logement parental, etc. Euh, Puis on a aussi ce volet du manque de temps et de sommeil, donc là, qui arrive à égalité. Finalement, il y a beaucoup cette dimension du temps, hein. Il faut dire que les rythmes étudiants, ça j'ai oublié de le dire en intro, c'était quelque chose qui était fondamental dans notre investigation, parce que finalement, il permet de connecter l'ensemble des thématiques étudiantes. Euh, sur la fatigue, finalement, ça suit une logique similaire. L'intensité du rythme des études est encore un autre facteur finalement de fatigue. Euh, et ensuite, les troubles du sommeil ont été cités par de très nombreux étudiants, un peu moins de la moitié, mais ce qui est aussi finalement un facteur qui est très intimement lié au stress, dans le sens où le stress va peut-être générer des troubles du sommeil et inversement. Donc là, on voit qu'il y a des rapports de cause à effet. Sur la question, du coup, ça fait une transition hein, sur le sommeil. Bon, ben, ce qui est très clair, c'est qu'on a des étudiants qui dorment, ça c'est sûr, mais vraiment pas assez. On a une part non négligeable, hein, c'est près de 14% d'étudiants qui sont en dette de sommeil, c'est-à-dire ils dorment, excusez-moi, moins de 5 heures par nuit, dont 1%, c'est déjà 1% de trop, qui dorment moins de 3 heures. Finalement, après, on a une grande majorité de 52% qui ne dort pas suffisamment, même si c'est déjà mieux entre 5 et 7 heures, mais ça reste en dessous des recommandations. Et donc, on a une minorité qui représente quand même un tiers des étudiants qui dort un temps dans les standards pour suivre une scolarité dans des bonnes conditions. Euh, et pour finir, euh, un petit éclairage hein, finalement sur le temps de consommation des écrans, mais dans un but
enfin, pour une autre raison que les études. Donc là, on peut se demander si on a aussi finalement une concurrence qui se joue entre temps d'écran, sommeil, études, vie quotidienne. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une exposition très élevée finalement pour une part importante des étudiants aux écrans. Et on a 45% des étudiants qui y passent plus de 4 heures par jour, quand on a même 27% qui dépassent les 5 heures quotidiennes. Et je rappelle, c'est pour une autre raison que les études. Et finalement, on n'a qu'une minorité qui a un usage qu'on peut considérer comme limité, avec moins de 2 heures par jour. Euh, donc là, j'ai fini pour mon extraction de l'enquête. Évidemment, l'enquête est encore bien plus riche et elle est disponible dans sa globalité sur le site de l'université. Du coup, je vais répondre aux éventuelles questions. Moi, je veux bien réagir peut-être juste pour Oui. mettre en perspective par rapport à ce qu'a dit Cécile Mesguer tout à l'heure sur l'enquête du Crédoc. Et donc, 7 étudiants sur 10 qui se disent heureux de leur situation, heureux ou en bien-être, je me souviens plus, mais de leur situation aujourd'hui, à mettre en perspective avec le pourcentage qui est stressé, vous avez présenté, qui est nerveux, qui est inversement proportionnel. Et du coup, croiser les deux, c'est assez intéressant finalement. Ça interroge. Tout à fait. Et peut-être que pour compléter la question, il y a des spécificités en fait de la population étudiante toulonnaise. Il y a par exemple, on évoquait le taux d'étudiants étrangers inscrits dans des parcours Erasmus ou installés ici. Sur le sentiment sur l'ancrage par rapport à l'ancrage territorial, peut-être qu'il y a déjà des facteurs d'insécurité en fait qui induisent un isolement, comme tu le rappelais, et donc un stress, et peuvent être une partie de l'explication de ce chiffre-là. En partie, au-delà des difficultés qu'on connaît déjà, mais que l'enquête vient confirmer, d'accès au logement. Alors, je crois que Guillaume est branché sur le webinaire. C'est aussi des choses sur ces difficultés d'accès au logement qu'on retrouve dans l'Observatoire territorial du logement étudiant, donc qu'on pilote et qu'on anime aux côtés de la métropole. Moi, j'ai l'impression que c'était du coup pas tout à fait la même, enfin, les mêmes dimensions de réponse, parce que là, du coup, il me semble que la satisfaction que tu as exprimée, Cécile, c'était sur une situation. Donc, peut-être qu'ils sont contents soit d'être étudiants, ce qui n'empêche pas qu'ils ressentent du stress du fait d'être en activité dans leurs études ou sur des dimensions d'incertitude. Mais ils sont peut-être, enfin, moi, il me semblait que c'était ça. Mais vu que j'ai pas connaissance de l'étude qui a été citée, effectivement, ça nécessiterait une mise en regard pour, euh, pour objectiver ces deux situations qui s'inscrivent pourtant en apparente opposition. Avant de Natacha? laisser la parole à Natacha, je vais vous mettre le lien dans le chat. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je n'ai pas pu brancher correctement mon ordinateur. Je voulais juste partager avec vous que sur les jeunes qu'on a sur la mandature actuelle du CVEJ, et pour ceux qui sont étudiants, effectivement, ils nous font part de stress dû au fait qu'ils doivent consacrer leur temps non pas seulement à leurs études, mais à travailler. Et en fait, c'est ce cumul-là qui génère chez eux du stress et parfois même des angoisses. Le sentiment de ne pas avoir assez de temps. Ah oui, et du coup, ça fait écho. J'ai pas connaissance du coup de la population de référence sur l'autre étude, mais effectivement, si on parle des jeunes de 15 à 30 ans, du coup, c'est un éventail bien plus large que les seuls étudiants de l'université. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon. Je reprends la... Il y a quelqu'un qui... Ah, oui, Rachida. Vous avez le micro coupé. Bonjour, oui, je travaille avec Natacha à la direction citoyenneté et proximité. Je suis animatrice du CVEJ, de cette nouvelle mandature. Et je viens juste réagir à ce que vient de dire Natacha, à savoir que ce que disait tout à l'heure Kelly, qui expliquait le fonctionnement du CVEJ, à savoir que les membres pouvaient s'auto-saisir de thématiques. Et là, en l'occurrence, sur cette mandature, les jeunes du CVEJ ont décidé de travailler sur la santé mentale. Pour eux, c'était une thématique tellement prégnante, tellement importante, qu'ils ont souhaité approfondir le sujet et donc aller vers des auditions et travailler, faire des préconisations. Donc, au même titre que tout ce qui concerne l'attractivité, la solidarité, le social, la santé mentale est une thématique qui mettent en avant. Voilà, c'est juste pour aller dans le sens de vos propos, Vincent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réactions? Et, Tiens, prends la main. Très bien. S'il n'y a pas davantage de questions et de réactions, on vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Je rappelle donc que le webinaire sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube d'ici peu. Et voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui auraient aimé être là aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu, bien évidemment, vous pouvez les tenir au courant et donc ils pourront consulter autant qu'ils veulent le webinaire sur notre chaîne YouTube. Et en Et complément, on vous par rappelle ailleurs, également, donc nous ouais, posons le support sur le site tout internet à fait. de l'agence Tout à fait, on mettra toutes dans les les diapos ressources qu'on a collectives. utilisées à disposition et l'enquête SDVE présentée par Vincent donc, est disponible à la fois sur notre site internet et sur celui de l'Université de Toulon. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.